Donc Guillaume Bresson est né en 82 à Toulouse. Il est diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris et il a été révélé lors de l'exposition, une exposition où il y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes en fait, qui ont commencé leur carrière, qui ont été révélés à ce moment-là, qui était une exposition qui était en deux volets au Palais de Tokyo et au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, qui s'est tenue en 2010. Depuis, son œuvre a été montrée dans de nombreuses expositions, tant en France qu'à l'étranger. Et il est actuellement présent dans deux expositions collectives consacrées à la jeune peinture figurative en France. Donc l'une, Voir en peinture. D'ailleurs, le catalogue est sur la table, donc vous pouvez le feuilleter si vous voulez. Et dont je suis la commissaire et qui commence donc, qui est actuellement au Sable d'Olonne. Et puis il y a une autre exposition sur le même thème. C'est juste au Sable d'Olonne, l'exposition regroupe des artistes qui sont nés à partir de 80 à 98. Et alors que l'exposition qui s'appelle Immortel au MoCo à Montpellier regroupe 122 artistes et c'est dans deux espaces. Et il y en a, c'est les artistes qui sont nés de 70 à 80 et ensuite l'autre espace de 80 à maintenant. Voilà, alors les œuvres de Guillaume sont présentes dans de nombreuses collections privées et publiques, notamment celle du Musée d'Art moderne de la ville de Paris, le MUDAM à Luxembourg, le Musée des abattoirs à Toulouse et l'École des Beaux-Arts de Paris. Il vit et travaille à New York et il est représenté depuis 2010 par la galerie Nathalie Obadia, qui est une galerie à Paris et une autre à Bruxelles. Alors, commençons. Guillaume, vous avez étudié à l'École des Beaux-Arts de Paris de 2002 à 2007. En fait, j'aimerais savoir quels sont les professeurs qui vous ont marqué, pour lesquels vous avez une certaine... qui vous ont mis le pied à l'étrier en quelque sorte. D'accord. Oui, je suis rentré à l'école en 2000-2001. Ah, c'est 2001, pardon. Oui, c'est pas grave. Et en fait, j'ai eu une histoire un peu compliquée dans l'école, puisque voulant faire de la peinture figurative à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai commencé, en fait, je suis entré dans l'atelier d'un peintre qui s'appelait Abraham Haddad au départ, mais qui est parti à la retraite tout de suite. Et du coup, je me suis retrouvé un peu sans atelier. Mais du coup, j'ai beaucoup fréquenté les ateliers techniques. Et du coup, les profs qui m'ont le plus influencé et appris de choses sont les profs de modelage, profs de fresques, profs de dessin. Il y avait Jean-François Dufaux à l'époque en modelage, qui était un des praticiens de César, donc il était super intéressant. J'ai fait beaucoup de fresques avec Philippe Benquin, et j'ai beaucoup aussi travaillé avec James Bleudet, qui était prof de dessin, mais aussi qui nous faisait aller au Louvre dessiner des compositions classiques. C'est un peu ma base, c'est comme ça que j'ai... Je voudrais juste, parce que peut-être tout le monde ne sait pas, mais les Beaux-Arts de Paris ont un système très particulier d'enseignement. Vous êtes avec un professeur, vous choisissez la matière que vous voulez étudier, la sculpture, la peinture, la gravure, et ensuite, normalement, vous suivez tout votre cursus avec ce maître. Donc c'est une façon un peu à l'ancienne. Et il n'y a que les Beaux-Arts de Paris, les autres écoles de Beaux-Arts ne fonctionnent plus du tout comme ça. Voilà, oui, parce que en fait, si on n'avait pas, même c'est encore maintenant comme ça, je pense. Ah oui, ouais. Oui. Si on n'a pas si on trouve pas de chef, on appelle ça un chef d'atelier et si on ne trouve pas un atelier, on ne peut pas rester dans l'école. On ne peut pas se contenter en fait de faire des cours techniques ou théoriques et c'est tout. Donc il fallait absolument que quelqu'un signe dans un atelier pour pouvoir avoir une place dans l'école. Et donc moi en fait, comme en deuxième année j'avais pas d'atelier, et j'étais à deux doigts en fait de me faire renvoyer quand c'est François Boiron qui a été très gentil de signer pour moi, même si je devais travailler chez moi en fait.
Donc j'ai pas vraiment eu de pratique de peinture à l'école. J'ai passé plus de temps à faire du modelage et du dessin à l'école et j'ai préparé mon diplôme et tous les examens depuis chez moi. Mais c'est étrange parce que François Boiron, c'est un peintre et... Oui, mais il était tellement gentil qu'il recueillait tout le monde. Il y avait plus de place dans son atelier. Il y avait plus de place dans l'atelier Non. pour peindre. Bah, il y avait trop de monde, ou alors il fallait se battre. Mais enfin voilà, c'était comme ça que ça se passait. C'était un peu. Si on. Enfin, fallait arriver en premier, quoi, ou alors fallait se battre pour avoir une place dans les ateliers. Parce qu'à l'époque, quand même, enfin, c'était vraiment les ateliers de peinture figurative. Parce que dans les autres ateliers, c'était quand même beaucoup plus aéré. Et il y avait beaucoup moins de gens aussi qui pratiquaient, qui avaient une pratique de peinture régulière. Là, on était vraiment les peintres un peu. Je sais pas comment maudits. dire. Ouais, maudits. Ouais, un peu. Et du coup, on avait tous une pratique assez régulière. On avait besoin vraiment d'un espace de travail, donc on avait besoin de place en fait. Et on était tous regroupés dans 2 ou 3 ateliers, Alvérola, Boiron, Patandrea. Et voilà, donc il y avait peu de place. Bon, c'est dommage. Ouais. Mais ça a beaucoup changé, maintenant c'est très différent. Je crois. En fait, j'aimerais bien qu'on commence par parler de vos méthodes de travail. J'ai lu que vous utilisiez le procédé de la mise au carreau. Attendez, je vais mettre... Voilà. De la mise au carreau et aussi que vous faites des prises de vue photographiques et des montages pour assembler décors et personnages. Donc, je sais pas, et que aussi que vous faites poser vos modèles dans l'atelier. Finalement, ce sont des techniques très traditionnelles. Il y a juste l'appareil photo, mais finalement, l'appareil photo, il a remplacé la chambre noire ou les appareils d'optique qu'utilisaient les anciens. Ouais, c'est ça. Enfin, après, bon là, sur cette photo, on voit pas, mais ouais, non, en fait, c'est pas une mise au carreau, c'est une grille de perspective en fait, qu'il y avait derrière le personnage. C'est une sorte de structure spatiale que je mets parfois sur les toiles avant de commencer le tableau, qui me permet de disposer dans l'espace les personnages et les objets en fait, de façon réglée, quoi. D'accord. Ouais. Et il y a des tableaux que je commence comme ça, mais c'est pas tous les tableaux qui sont comme ça. D'accord. Ouais. Mais oui, après pour la méthode de travail, je pars souvent la plupart du temps de photos, et c'est toujours des séances de photos que je fais avec des modèles dans l'atelier ou dans un studio photo, hors contexte, donc pas dans le décor dans lequel ils seront insérés après dans la peinture. Donc c'est des séances de photos que je fais avec des gens. Je suis souvent invité en résidence pour travailler avec un groupe de jeunes, par exemple, dans certains quartiers. Là, c'est des jeunes du lycée de Porte-de-Vanves, à Paris. C'est une séance que j'ai faite en 2019. Et puis à partir de ces séances de photos, je pioche dedans, je découpe les photos, je fais des photomontages qui me servent d'études pour les tableaux, en fait. Et voilà. En gros, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un peu calqué sur la méthode des peintres classiques qui avaient un modèle dans l'atelier, qui les dessinaient, puis ensuite qui faisaient des calques, puis des mises au carreau pour les agencer ensemble, faire des compositions. Vos médiums sont aussi classiques, puisque vous utilisez de l'huile sur toile, des glacis, et pour les dessins, de l'encre de Chine, du fusain, de la mine de plomb et de la gouache. Alors, je voulais pas aller si vite. Voilà. Donc là, alors on voit dans ces 2 œuvres l'étude préparatoire et la peinture. Est-ce que vous procédez toujours de cette façon, un dessin puis une peinture? Pas forcément toujours, mais là dans ce cas-là, j'ai fait le dessin. Au départ, il n'y avait qu'un personnage, j'ai dessiné un personnage, ensuite j'en ai greffé un autre, puis ensuite j'ai mis une voiture, puis ensuite des arbres. En fait, c'est comme ça que, au fur et à mesure, je construis des sortes de narrations comme ça, de mise en scène, qui se complexifie de plus en plus, et après je pars sur une peinture. Mais c'est pas toujours le cas. Parfois je fais vraiment un photomontage et je passe du photomontage direct à la toile. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Mais bon, après pour moi, que ce soit... pour moi,
classique, enfin que ce soit classique ou traditionnel, c'est pas, je pense pas de cette façon-là. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit spécialement. Enfin, j'insiste pas sur le fait que ce soit ancien ou classique. C'est juste que c'est le plus pratique quand on veut représenter des choses en volume, en peinture. C'est vrai que la peinture à l'huile, ça s'y prête mieux que l'acrylique, enfin, à mon sens. Donc, c'est juste parce que c'est juste plus facile à l'huile. Du coup, je fais à l'huile. Ouais. Mais en fait, tout à l'heure, vous avez dit que vous alliez au Louvre, donc vous avez beaucoup regardé la peinture ancienne. J'ai beaucoup regardé la peinture ancienne, mais après, il y a d'autres facteurs aussi. C'est pour d'autres raisons. Moi, en fait, je suis parti au départ du milieu du graphe. Quand j'étais adolescent, je faisais des graffitis, donc j'avais aucune culture artistique ou quoi que ce soit. Et quand je suis arrivé à Paris, j'avais à peu près 20 ans et je connaissais absolument rien, ni à l'art contemporain, ni à la peinture classique, ni rien. Et du coup, je suis arrivé aux Beaux-Arts et j'ai regardé un peu tout de façon, j'ai mis tout à plat, quoi. J'ai pris l'art contemporain, la peinture contemporaine et la peinture classique, la peinture du 19e, un peu comme ça venait. Et sans faire, j'avais pas en fait les hiérarchies et les chronologies de l'histoire de l'art en tête, quoi. Donc, je voyais bien que c'était plus vieux, les tableaux classiques, mais j'avais pas de hiérarchie entre les deux. Donc j'ai abordé un peu ça de façon naïve. Et je me sentais mieux, par exemple, dans un musée comme le Louvre, avec les touristes et tout, que dans une galerie d'art où finalement j'allais jamais parce que je me sentais trop mal à l'aise, quoi. Et c'est un peu un hasard comme ça, mais moi je trouve que c'est intéressant d'expliquer aussi les prises de position esthétiques par l'histoire en fait du peintre, enfin de l'artiste. C'est l'histoire personnelle, l'histoire sociale. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus poussé à aller au Louvre qu'au Palais de Tokyo à un certain moment. Et voilà. Enfin, moi maintenant, avec 20 ans de recul, je me dis effectivement, à 20 ans, en arrivant à Paris, j'aurais pas pu aller au Palais de Tokyo. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a fait envie? Pourquoi vous avez eu envie de faire les beaux-arts finalement? Parce que vous sortiez. Moi, c'était purement, en fait, c'était très naïf. J'avais commencé la peinture à Toulouse déjà et je voulais des bases techniques. En fait, je voulais apprendre à dessiner. En voyant aussi les peintures, les grandes peintures avec ces grandes scènes, avec beaucoup de personnages, j'avais envie d'essayer de faire aussi des mises en scène comme ça, mettre plusieurs figures dans un même espace. Ça paraît tout bête, mais en fait, déjà, c'est très difficile. Et en plus, ça existait pas beaucoup au début des années 2000. Ouais. Parce que la tradition était moderne, et donc on ne cherchait pas à faire ce genre de peinture en perspective, avec des lumières réalistes. Ça paraissait complètement réactionnaire, quoi, rétrograde, et du coup il fallait faire un peu abstraction de ça pour aller quand même dans cette direction-là. Et en fait, vous n'alliez, par exemple, je sais pas, quand vous habitiez encore à Toulouse, vous n'alliez pas au musée des Augustins? Non, pas du tout. Non, pas du quand tout. j'étais à Toulouse, je faisais des graphes. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais pas. C'était pas votre culture. Non, pas du tout. À la base, non. Et c'est drôle parce que finalement, vous n'aviez pas cette culture, vous aviez pas. Et puis finalement, vous en aviez quand même l'envie. Ouais, moi j'allais au Louvre surtout pour dessiner en fait. Ouais. Je dessinais les tableaux, les statues, et c'était pour apprendre, c'était naïvement pour juste apprendre à dessiner un corps. En même temps, je faisais des cours de morphologie, de modelage, d'après-modèle et tout ça pour vraiment m'habituer à apprendre à dessiner un corps. Et aussi ensuite d'avoir assez d'aisance pour pouvoir en manipuler plusieurs, arriver à les articuler pour faire une scène, raconter une histoire. Et pour ça, il fallait une base technique. Et comme dans l'enseignement des beaux-arts, c'était pas du tout le propos, bah, je me retrouvais un peu, du coup, mise à l'écart, mais par moi-même, quoi. Vous avez fait de la peinture à fresque pour une exposition à Toulouse en 2020 à la Chapelle des Cordeliers et aussi dans les caves de Pommery. En quoi cette technique vous a-t-elle séduite et ce qu'elle a changé dans vos manières? Est-ce qu'elle a changé quelque chose dans votre manière de travailler? Voilà. Ça, il y a plusieurs vues. Donc ça, c'est la vue de l'exposition. Ouais, j'ai fait de la fresque déjà quand j'étais à l'école. Oui, j'ai entendu que vous disiez ça. Et en fait, c'est une technique qui est intéressante parce qu'on
Donc déjà, on peint à l'eau dans un enduit qu'on pose avant, et qui est un enduit qui est frais. C'est-à-dire qu'on peint pendant que l'enduit est frais. On a juste le temps que l'enduit sèche pour peindre la partie qu'on est en train de peindre. Et du coup, ça impose une contrainte de temps qui est complètement opposée à celle qu'il y a dans la peinture à l'huile, où on peut mettre des couches et travailler des mois sur une même partie. Et donc pour moi, je travaille très lentement. C'était un peu une façon aussi de me bousculer un peu et du coup de trouver des méthodes de représentation, de travail beaucoup plus, plus efficaces pour aller plus vite, pour être plus simple. Et c'était une super école en fait de faire de la fresque. Et plus tard, quand j'ai fait cette expo, c'était en 2019, j'ai fait aussi il y a une autre expo où j'ai fait de la fresque comme ça permettait de faire du travail in situ, c'est-à-dire que c'est un travail qui est fait en fonction du lieu dans lequel on expose. Et c'est le côté peinture qui se cristallise dans le mur. En fait, il y a un rapport entre la peinture et l'architecture qui est très... comment on peut dire, la peinture, ça devient architecture, quoi. Il y a quelque chose qui... Oui, c'est des... Ouais, oui, comme les fresques romanes, quoi. C'est un peu le mode de peinture qu'il y avait avant la Renaissance. C'est-à-dire que la plupart des peintres, en fait, étaient des gens qui faisaient des fresques. Et la peinture romane, dans les églises et tout ça, ça a toujours été... la peinture faisait partie de l'architecture, la sculpture aussi, c'était une sorte d'ensemble comme ça. Et j'aime bien l'idée que l'architecture détermine des choix esthétiques, c'est-à-dire que les caractéristiques d'une architecture en fait vont provoquer des choix esthétiques de la même manière que dans les tableaux que je fais, quand je représente des architectures, elles vont provoquer certaines postures chez les personnages du tableau. Il y a une sorte d'idée comme ça de continuité ou de déterminisme des lieux, de l'architecture qui donne moi qui m'intéresse beaucoup quoi, parce que j'ai l'impression que c'est presque ça le sujet des tableaux, plus qu'une narration, une histoire comme dans la peinture d'histoire. C'est-à-dire de montrer qu'il y a des corps en mouvement qui font certaines actions, qui peuvent être violentes, qui peuvent être moins violentes, mais toujours en rapport avec une atmosphère, avec une architecture. C'est-à-dire que si ça se passe dans une atmosphère anxiogène, dans un souterrain, il va y avoir ça va produire des actions plus violentes, plus sombres, alors que dans un paysage renaissance avec de la végétation, ça va être beaucoup plus calme, moins mouvementé. Et j'aime bien relier les choses comme ça en fait. Et je trouve que dans la fresque, même si là on n'est plus dans l'ordre des choses qui sont représentées, on est vraiment dans l'activité de peindre, c'est un peu la même chose. On est face à une architecture qui a certaines formes, certaines caractéristiques, une configuration, et on doit se plier à ça, adapter et trouver des solutions en fonction de ça, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je trouve que cette technique, alors que c'est totalement différent, parce qu'en fait, habituellement, vos tableaux, c'est long à peindre. Hein, c'est du temps. Ouais, du coup, c'est l'inverse. Et là, c'est l'inverse, mais finalement, le résultat n'est pas extrêmement différent, je trouve. Mais bon, après, j'ai pas vu ces œuvres en fresque, alors que les autres tableaux, je les ai vus, mais ceux-là. C'est-à-dire qu'il y a moins de... C'est plus plat, il y a moins d'effet de lumière. C'est mat. C'est beaucoup plus mat. Ouais. En plus, non, je comprends, l'effet est différent, mais c'est vrai que le rendu... Ouais, disons que j'essaie quand même le plus que je peux de bien peindre. Au même résultat, mais sachant que c'est impossible. En fait, quand je regarde globalement vos peintures, ce qui me marque, c'est l'utilisation de la grisaille ou d'une palette de couleurs très réduite. Ouais, alors là, c'est carrément grisaille, mais en fait, la petite histoire, c'est que quand j'ai commencé à vouloir apprendre à faire des scènes plus complexes, quoi, avec plusieurs personnages, je regardais beaucoup Poussin, le peintre Nicolas Poussin, et j'avais un livre d'essais de Oscar Bachmann, qui est un philosophe, je pense, ou un critique, qui a beaucoup écrit sur Poussin. Et en fait, j'ai beaucoup lu. C'est un livre que j'ai encore et qui a des petites vignettes en noir et blanc. En fait,
C'est un peu bête, mais en fait, comme j'ai beaucoup regardé les compositions en noir et blanc depuis chez moi, j'ai commencé à faire mes premiers essais en noir et blanc aussi. Et quand j'ai vu les peintures en vrai au Louvre en couleur, j'étais super déçu. Je me disais, mais c'est dommage parce que ça gâche, je trouvais que ça gâchait presque la force des tableaux. Mais ça, c'était au début. Après, maintenant, j'ai compris qu'on pouvait intégrer la couleur, mais du coup, j'ai fait toutes mes premières séries que en camaïeu parce que j'étais persuadé que c'était beaucoup plus puissant de travailler que sur des rapports de lumière pour composer un tableau plutôt que de parasiter en fait avec des informations colorées voilà, moi, qui me semblaient pas nécessaires. Et du coup, j'ai travaillé pendant des années en grisaille et j'ai essayé d'introduire la couleur petit à petit. Et les premiers tableaux, ils ont été. Les premiers tableaux en couleur, c'était des gris colorés, quoi. C'était pas vraiment très coloré. Et ça m'a pris à peu près une douzaine d'années quoi, pour arriver à intégrer la couleur en fait dans le travail. Ce qui est le cas de ce tableau, qui est un tableau récent, très grand, hein, il fait 3 mètres par 2. Je dirais il y a des taches de couleur, mais c'est pas des grosses plages de couleur très vives. Là, on reste quand même dans une logique de clair-obscur. De clair-obscur, voilà, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de travail sur la lumière dans vos peintures et beaucoup de clair-obscur. Hein. Et je sais pas, par exemple, dans ce tableau, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? C'est issu de la même séance de photo dont je parlais tout à l'heure au lycée Port-de-Vanves, avec donc des jeunes, des collégiens plutôt, que j'ai pris en photo à l'époque dans leur gymnase. Et ce qui se passe, moi, quand je travaille avec des jeunes comme ça, c'est que je ne dirige pas la séance. Je leur dis pas, bon ben là, on va faire une scène, vous allez faire ci, vous allez faire ça, et puis après, eux, ils jouent le rôle. Et puis, de toute façon, ils sont pas des professionnels, donc déjà, ils sont hyper impressionnés par l'appareil photo. Alors, il faut passer du temps à les mettre à l'aise et tout ça, et c'est tout un processus où j'essaie de les faire bouger, de les faire bouger le plus naturellement possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils oublient un peu la caméra, ils font comme s'ils étaient en pleine récré, et puis ils commencent à jouer ensemble, ils forment des groupes, ils commencent à jouer au ballon, il y en a qui commencent à se battre un peu, il y en a d'autres qui rigolent, il y en a qui dansent, ils mettent en musique. Puis quand j'arrive à ce stade, moi je suis là, je prends plein de photos de tout ce que je peux. Et ensuite, voilà, je classe les photos, je choisis et je refais une composition qui reflète un peu l'impression que j'ai eue pendant cette rencontre avec eux. Et c'est compliqué parce que du coup, le choix des photos que je fais, c'est mon choix, moi, subjectif, mais en même temps, les gestes qui sont représentés, c'est leurs gestes à eux, c'est eux qui les ont proposés, moi je leur ai pas demandé. Alors parfois ça peut être un peu violent, en même temps ça rigole, en même temps, et du coup ça crée des atmosphères et des scènes qui peuvent être très équivoques et ambiguës, et du coup on comprend pas très bien ce qui se passe. C'est pas comme dans une peinture d'histoire où il y a un titre et on sait qui sont les personnages et on sait quand ça se passe et on sait qu'est-ce qui se passe. Là moi dans mon travail justement j'essaie de me démarquer un peu de la peinture d'histoire à ce niveau-là, le rapport au langage, à l'histoire, à la signification des scènes. Pour moi c'est important que ça ne soit pas quelque chose, que ça se limite pas à une signification, quoi. Et que, en fait, c'est pour ça que vous ne donnez pas de titre à vos tableaux. Exactement, voilà. C'est embêtant, mais en fait, dès qu'on met un titre, même si c'est un titre un peu poétique, en fait, pour moi, on réduit déjà le tableau. Oui, on donne un sens au tableau, voilà. En partie. Et ça, pour moi, dans ce cas-là, ça revient à refaire de la peinture d'histoire, ce qui n'est pas du tout mon propos. Parce que sinon, ce serait un retour à avant, et c'est pas le but. Moi, ce que je fais, c'est d'essayer de prendre des éléments de la peinture d'histoire, des processus, des éléments de construction, des méthodes de travail, pour l'appliquer à des choses qui sont contemporaines. Mais pas forcément pas des sujets contemporains, justement. Ce serait plutôt de travailler sur l'idée du langage corporel des gens que je rencontre, de voir
qu'est-ce qu'on peut dire par le corps, qu'est-ce que ça dit, pourquoi il s'est habillé comme ça, d'où il vient pour s'habiller comme ça. En fait, ça raconte beaucoup de choses sur les gens qui ont travaillé avec moi, et ça me suffit. Et en même temps, sur moi aussi, puisque ma façon de composer, elle est quand même subjective, elle vient de moi, elle vient pas d'eux. Donc c'est un peu une rencontre. En général, moi j'aime bien voir ça comme plus une situation. C'est-à-dire une situation de moi en train de percevoir ce que eux, ils me proposent. Et le tableau, c'est le résultat de cette rencontre. Et donc, je parle pas vraiment de sujet ou d'histoire, même de narration. Mais c'est un peu comme un ralenti cinématographique, je trouve, particulièrement sur cette peinture. Et ça, c'est aussi dû à l'effet photographique. C'est-à-dire que comme, disons qu'aujourd'hui on a l'appareil photo, donc on peut prendre des gens qui sont en train de faire des mouvements pas possibles, et alors peut-être un peintre avant qui dessinait d'après un modèle, il ne pouvait pas les dessiner en pleine chute, ou il devait se débrouiller pour avoir des poulies ou des trucs comme ça pour faire mettre les modèles à l'envers, mais ça restait un peu artificiel. Là, on a l'effet cinématographique, je pense aussi, grâce à la photo, quoi. Et en fait, c'est pas une prise de vue, ça. C'est un ensemble de prises de vue. Oui, c'est un ensemble. Déjà, le décor, ça n'a rien à voir avec la situation dans laquelle on était. Ça, c'est des séries photos que je fais par moi-même de mon côté. Partout où je vais, je prends des photos. Et ensuite, j'ai un répertoire. Et quand je sens qu'il y a des personnages qui fonctionnent bien dans tel ou tel contexte, je commence une composition comme ça. Mais après, oui, les personnages, ils sont découpés un par un, deux par deux, trois par trois. Et ensuite, je recompose. C'est pas du tout une scène entière comme ça qui a été prise et puis ensuite peinte. Et puis il y a un côté aussi théâtral, je trouve. Oui, alors. Souvent dans les œuvres. Théâtral, c'est un peu lyrique, quoi. Il y a quelque chose de lyrique. Oui. Mais ça dépend des modèles parce que, par exemple, j'ai fait poser des gens très différents. Pour moi, il y a des gens on ne peut pas les faire bouger, c'est-à-dire qu'ils restent très très droits et ils ne peuvent même pas se baisser. Et puis il y en a d'autres, ils sautent dans tous les coins, ils font des grands gestes avec les bras, voilà. Ça dépend de l'âge, ça dépend du milieu social, ça dépend de plein de choses. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, les postures, elles racontent quelque chose de l'histoire sociale des personnages. Ouais. Mais après, c'est vrai que j'aime bien aussi le côté théâtral. Moi aussi. Mais du coup, comme on ne peut pas donner vraiment de sens à la scène, ça reste quand même toujours assez mystérieux. Il y a ça, je trouve, dans votre travail. Enfin, pour moi. Disons que c'est mystérieux comme un tableau abstrait peut être mystérieux, ou par exemple, une image qui est plus proche, bon, j'utilise des images, mais je les mets ensemble, mais c'est pas pour exprimer une signification, quoi. C'est comme un poète, il va utiliser les mêmes mots que quelqu'un qui fait un discours, mais il va les utiliser, il va les mettre en forme d'une telle manière qu'en fait, il défigure le langage quelque part. Ouais, non, c'est une belle comparaison, je trouve. Alors, dans les textes que j'ai lus sur votre travail, on insiste très souvent sur les sujets concernant la banlieue, les parkings. Donc là, je montre un exemple. C'est une œuvre qui date de 2013 et qui appartient au musée des abattoirs de Toulouse. Aussi, on parle des terrains vagues et surtout des violences urbaines. Et en fait, je trouve que ce regard qui est porté sur votre œuvre est très restrictif, car les lieux représentés sont extrêmement variés et les sujets, enfin si on peut parler vraiment de sujets, sont souvent ambigus, étranges et mystérieux. Donc là, je fais défiler quelques œuvres pour montrer. Ça peut être plus ou moins ambigu, c'est-à-dire que là, pour le coup, dans le parking, c'était assez explicite, quand même, comme scène. Ouais, mais je vais la remettre. Ça fait partie des premières peintures que j'ai fait quand... En fait, c'est des amis à moi de mon adolescence qui ont posé pour moi. On avait fait une séance de pose dans un théâtre. Et voilà, on m'avait proposé beaucoup de scènes très violentes comme ça. Et j'ai utilisé ces photos. Voilà. Parce que c'est aussi des tableaux qui vous ont fait connaître aussi. Oui, c'est pour ça que du coup, on parle de ça, mais moi je trouvais ça...
à cette époque-là, en plus, ça a commencé en 2007, 2005. Je sais pas, c'était le moment où il y avait toutes les émeutes aussi en banlieue. Et il y avait une représentation de ces émeutes et de la violence des banlieues qui était faite par les médias, qui mettait un peu mal à l'aise, qui était pas de l'intérieur, quoi. C'était vraiment quelque chose pour faire peur et tout. Et moi j'ai essayé de représenter ces scènes, mais de façon un peu comme des scènes mythologiques, comme ça, dans des intérieurs en clair-obscur. Le contenu restait très violent, mais j'avais envie qu'on sente qu'il y a une circulation dans le tableau, dans voilà, pour un exemple, l'architecture en spirale, comme ça, qui entraîne le mouvement presque des personnages. J'avais envie qu'on sente qu'en fait la violence c'était quelque chose qui circulait entre un lieu et entre des personnages, et que c'était pas forcément l'individu qui est quelqu'un de violent, quoi, comme ça. J'essayais tout en montrant les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, quoi. C'est quand même une scène très violente, de le montrer d'une façon qui décharge quelque part la violence des individus qui sont représentés. Mais voilà, c'était une série. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que... Parce que moi, enfin bon, voilà, ça c'est pas spécialement violent. Peut-être qu'ils sont peut-être qu'ils sont un peu fâchés, mais bon, pas forcément, je sais pas. Là, voilà, ça c'est donc ça c'est un lavomatique, je crois. C'est un lavomatique. Et là, on voit l'introduction de la couleur, d'ailleurs. Oui, là, ça commence. Il y avoir Bon, là, on se dit que c'est peut-être une scène de migrants, mais je sais pas. Non, je suis pas sûre. Hein. C'est des jeunes dans une forêt. Voilà. On peut l'interpréter comme on veut. Oui, c'est ça. Pas... En fait, souvent, c'est ouvert à l'interprétation. Ouais. Hein, mais bon. Et puis, des fois, c'est des hypothèses de travail. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est entre l'étude et le tableau. C'est-à-dire que j'essaye un truc et limite, c'est pas fini. Enfin, on voit le premier plan, il est laissé quasiment en esquisse, quoi. Alors là, je vais montrer donc c'est aussi d'autres sujets. 2 tableaux qui sont dans l'exposition Voir en peinture au Sable d'Olonne, que je trouve particulièrement beau. Et celui-là, en fait, j'ai lu que c'était une commande pour un film. Enfin, je ne sais pas si j'ai très bien compris. Ça, en fait. C'est ça. C'est un réalisateur qui s'appelle Teddy Modeste qui a fait un film qui n'avait rien à voir avec cette scène, mais dans ce film, il a... Ça, en fait, voilà, lui, il est prof de français à côté de ça, et c'est des élèves à lui de son collège. Et il m'a demandé de faire, une peinture. C'est compliqué. Il m'a demandé de faire une peinture de eux qui serait filmée dans le film et qui serait un objet en fait que le héros du film offrait à un autre personnage. Donc c'est un objet qui rentrait dans le scénario du film, et en même temps ces deux enfants là, ils étaient figurants dans le film, et du coup on les voit dans le film à un moment faire à peu près les mêmes gestes que dans le tableau. Bon, après ça c'est son idée. Moi j'ai fait, c'était une commande, j'ai pas. Oui, mais il y en a une série de tableaux ronds comme ça avec ces 2 personnages. Oui, comme j'ai fait une séance de photos entière avec eux, vous en avez fait plusieurs. Mais ça c'est le tableau qui est dans le film et qui a servi dans le scénario. D'accord. Et c'était parce que c'était un ami à vous, ce cinéaste? Non. Il est venu vous voir en vous demandant ça? Voilà. D'accord. C'est spécial. Il voulait que ce soit ces deux élèves qui posent, et puis habillés comme ça, ils avaient tout préparé déjà. Ouais. Là, c'est très coloré, pour le coup. Voilà, pour le coup, là, je commence à mettre des couleurs. Et là, en fait, en vrai, ils étaient en train de jouer avec un ballon par terre, et j'ai juste coupé le ballon pour qu'il n'y ait plus que le geste, sorte de rapport de force, un peu comme ça, mais qu'on ne voit pas la cause du mouvement. Alors, cette grande peinture, et donc là, c'est vrai que... C'est encore dans le même esprit. C'est un décor qui vient du Tréport, en Picardie. Donc on est dans une petite fête foraine voilà, dans un village de Picardie, comme ça. Et ça, je pensais à des romans d'Édouard Louis, l'écrivain. Avec qui je suis assez proche, et
Et ça me rappelait les scènes Ah oui. qui étaient dans ces romans de fête du village, avec un peu trop arrosé, avec toute la violence qui en découle. Et voilà, voilà pour le contexte. Quoi, je pense à ça. Mais ça fait pas du tout partie d'une série, c'est vraiment un tableau isolé. Isolé, ouais. Et en fait, c'était à partir d'une photo que vous aviez faite aussi de cet endroit. Ouais. Parce que c'est particulier, quoi. Parce qu'on voit la mer, il y a des mouettes. C'est un endroit assez déserté, quoi. Donc il y avait vraiment cette plage avec les falaises et puis juste des autotamponneuses à un endroit. Et puis souvent, les deux personnages, en fait, on ne sait pas s'ils dansent, s'ils se battent. Et en fait, souvent, il y a cette ambiguïté dans vos tableaux. Voilà. Les personnages, comme ça, ont toujours cette espèce. On ne sait pas si c'est une rixe ou. Ouais, c'est ça. C'est comme quand vous voyez un spectacle de danse contemporaine. C'est-à-dire que même s'il y a de la violence qui est mimée, tout ça, ça reste dansé. Et moi, il y a un côté que j'aime aussi dans la danse. Quoi. Donc, pour continuer dans la diversité des sujets, je voudrais maintenant que nous parlions de la commande des nouveaux commanditaires pour le Red Star Football Club de Saint-Ouen de 2016. Alors, il s'agit d'un polyptyque avec différents points de vue, intérieur, extérieur, une composition particulièrement sophistiquée sur un sujet très populaire, le football. Ouais, alors déjà, les nouveaux commanditaires, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est enfin, peut-être tu veux que j'explique mieux que moi, ouais. En fait, ça existe au moins depuis 20 ans ou 30 ans. Et c'est parti de Xavier Dourou, qui était aussi le directeur, mais qui est décédé il n'y a pas très longtemps, et qui dirigeait le consortium à Dijon, et qui a inventé une nouvelle façon de faire de la commande publique. C'est-à-dire qu'il disait qu'il y avait 3 acteurs dans la commande. Il y avait l'artiste, celui commandé, et puis les gens, le milieu dans lequel c'était fait. Et donc il a voulu que ça se passe autrement, et donc il partait du lieu, et avec avec les gens qui habitaient autour de cet endroit, ils réfléchissaient ensemble à qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir, à quels artistes ils allaient demander, qu'est-ce qu'ils allaient demander, quel allait être le sujet de la commande, et voilà. Et donc en fait donc ça c'est parti il a fait ça en Bourgogne, et après il y a eu donc il y a des nouveaux commanditaires dans toute la France. Et donc ouais, du coup, là ils cherchaient quelqu'un pour faire une œuvre qui irait dans le club de foot de Saint-Ouen qui s'appelle Red Star. Et comme dans tous les clubs de foot, ils ont une vitrine où ils mettent leurs trophées, leurs photos d'archives et tout ça. Et ils voulaient une sorte de totem, une œuvre qui soit comme un peu le cœur un peu du club, mais sans plus de détails, quoi. Et en fait, ils cherchaient un artiste pour faire une sorte de synthèse de ce que ça pouvait être l'expérience du Red Star, quoi, mais en petit dans la vitrine. Et du coup, voilà, moi j'ai fait ça. Là, il n'est pas entier, hein, il manque des panneaux. Ah, mince. Mais en fait, c'est un polyptyque de 9 panneaux sur bois, et où en fait on voit plusieurs points de vue de la même scène. Ouais. Et on voit plusieurs. Il y en a peut-être une autre. Non, enfin, ouais. On voit plusieurs. On voit une scène du match. Ah oui, dans le même panneau, on voit la scène depuis les tribunes et depuis le terrain. Donc il y a une sorte de champ contre champ comme ça, qui se fait de haut en bas. En haut, on est dans les tribunes et on voit un tout petit, si on zoome, la scène qui se passe en bas depuis le terrain, voilà, depuis lequel on voit la tribune. Du coup, je me suis amusé à faire des sortes de circulations comme ça dans tout le stade. Il y a des petits panneaux en dessous aussi qui représentent les couloirs du stade, la mi-temps, les gens qui font les frites, le public, les caméramans avec tout le système d'images. Et tout ça. Et les vestiaires. Il y a les vestiaires, il y a une scène centrale aussi. Ouais, je suis désolée, je me suis trompée de photo. Qui se passe dans le vestiaire avec le coach et les joueurs et tout. Et tout ça encadré par 2 gros fumigènes qui viennent un peu représenter l'atmosphère du public et le public. C'est une façon aussi d'intégrer le public.
Donc ça, c'est le... En fait, la forme est un peu étrange parce que comme c'est un gros montage photo, d'habitude, quand je fais des montages photos, je les remets au carré pour que ça ait un format rectangulaire classique. Et là, j'ai gardé toutes les déformations et voilà, on voit des ordres de boss, comment on peut dire. Comme c'est un peu pixelisé. Et du coup, j'ai fait découper les panneaux de bois à la forme du montage photo directement. C'est comme un polyptyque, en fait, en peinture ancienne. Ça rappelle aussi un peu le retable. Ouais, c'est comme un retable. Hein. Qui était aussi dans des formats comme ça. Ouais. Et puis ça avait bien l'idée de mettre ça dans le cœur du stade, ouais. Une sorte de cathédrale. Ouais. Oui, puis le foot, c'est un peu une nouvelle religion Ouais. qui réunit tout le monde. Ouais. Et puis c'était pas évident de travailler sur un sujet comme ça non plus, quoi, parce que faire des tableaux sur le foot, en fait, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'art. Et à chaque fois, ça donne des choses, c'est pas facile, quoi. C'est pas un sujet facile. Alors, est-ce que cette œuvre ne résume pas votre position en tant que peintre? Faire de la peinture d'histoire avec des sujets contemporains, des personnages populaires, des décors ordinaires auxquels vous donnez un autre statut. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est pas mon but de refaire de la peinture d'histoire. Donc, de dire faire de la peinture d'histoire avec des sujets contemporains, ça fait un peu formule, quoi. C'est comme si c'était déjà une sorte de recette, et puis après il suffit de l'appliquer, donc c'est un peu stérile, je pense. Moi je pense qu'il faut... si on utilise les formes de la peinture classique comme ça, il faut juste faut déconstruire aussi la peinture d'histoire et de voir qu'est-ce qu'on en garde et qu'est-ce qu'on jette. Et moi j'essaie de faire ça, j'essaie d'utiliser les méthodes de construction des scènes et de la peinture d'histoire, mais avec un rapport au langage, un rapport au sujet qui est contemporain, c'est-à-dire qui n'est pas le même qu'un peintre d'histoire il aurait eu pour représenter quelque chose. Ouais. Et mais celui-là, je trouve qu'il est un peu particulier, parce que celui-là, il a vraiment un vrai sujet quand même. Hein. Oui, mais alors c'est la difficulté d'une commande, parce que là, on tout à fait. Une contrainte d'un sujet, du coup, je suis obligé aussi pour arriver à que ce soit acceptable pour moi, de faire des panneaux comme ça qui s'entrechoquent, avec des champs contre champs, de compliquer le point de vue suffisamment pour qu'au bout d'un moment ça devienne assez complexe, pour plus que ce soit juste la représentation d'un match de foot. Ouais. Et puis c'est tout. Parce que là on voit pas le politique entier, mais il y a quand même beaucoup d'autres. C'est moi qui me suis trompée. Points de vue. C'est montrer plusieurs points de vue dans une même image. Ouais. Et puis pour le coup très coloré, parce que les panneaux verts sur le côté, là on ne voit peut-être pas, mais ils étaient vraiment colorés. Alors, on remarque dans vos peintures une forte influence de la peinture ancienne. Par exemple, Caravage, avec ces deux tableaux. Aussi de la peinture française du XVIIe. On vous a même surnommé, j'ai lu ça, le poussin des parkings. En quoi En quoi l'art ancien vous intéresse? C'est comme ce que je disais, c'est-à-dire que déjà il y a le fait de mon histoire personnelle, quoi, quand je suis arrivé en me sentant un peu mal à l'aise dans l'école des beaux-arts, mal à l'aise dans le monde de l'art contemporain, disons, c'était une échappatoire d'aller dans les musées plus classiques qui étaient plus populaires, quoi, quelque part, puisqu'il y a tout le tourisme et tout. Et du coup, en même temps de ça, c'était un peu une chance parce que ça me permettait aussi de découvrir des formes que peut-être d'autres ne sont pas allés voir, quoi. Quand on dit le radeau de la Méduse, vous arrivez aux Beaux-Arts, vous dites c'est quoi tes références? C'est le radeau de la Méduse, ça fait pas top. Enfin, ou alors c'est Léonard de Vinci. Bon, comme tout le monde, c'est pas très distinctif comme référence. Et du coup, c'est des références qui sont complètement abandonnées. Et je trouvais qu'il y avait une possibilité. Enfin, pour moi, en voyant un peu les choses de loin, de quelqu'un qui est naïf et qui ne connaît pas trop, c'était le truc d'avant-garde le plus radical, quoi.
d'aller regarder Ben oui, Léonard de vous Vinci. avez raison. Bah, c'est ce que, enfin, moi, je pensais ça comme ça. Mais après, voilà, c'était pas pour, c'est pas une passion particulière pour ce qui est ancien ou quoi. Non, là, en fait, je vous demandais quels en étaient les sujets. Bon, ben encore une fois, Ah, c'est pareil, quoi. C'est pas, c'est une situation. ouais, c'est une mise en situation. scène avec des gens qui ont posé voilà, dans l'atelier. Et puis, c'est une scène qui se passe autour d'une table. Mais souvent aussi, comme dans le politique du Red Star, où j'essaie de faire des sortes de figures presque un peu cinématographiques, de chant contre chant, travelling ou de fondu enchaîné dans la même image. Là, les scènes comme ça qui se passent autour d'une table, c'était aussi faire une sorte de scène dans la scène, c'est-à-dire que il y a un espace qui est représenté, simple, et puis il y a ce plan de table qui devient la scène dans la scène et qui concentre encore plus l'attention sur cet endroit-là. Et j'ai fait pas mal j'ai fait une série de tableaux comme ça. À la base, c'était plus un jeu formel presque que de... Mais ça, c'est par exemple, c'est une référence quand même très. Après, Ah, évidemment, c'est rare il où il y a, je crois que c'est Saint Matthieu là, ou le Christ la vocation de Saint Matthieu. Oui, ouais, c'est ça. Ça. Ouais. Mais après, c'est rare quand mais voilà, où il y a une référence aussi directe. Ouais, mais pour moi, c'est même pas une référence à ça. Enfin, Ouais. c'est pas du tout une référence religieuse ou quoi. C'est vraiment un schéma de composition formel que je récupère et que après je retravaille un peu. Ouais. Et je l'ai fait assez souvent. J'ai pris juste des schémas formels de composition en rejetant le sujet initial. Le sujet, quoi. Ouais. Bon, après, c'est des très beaux tableaux. Alors, cet intérêt pour les techniques, les compositions de la grande peinture se retrouve aussi dans des œuvres plus récentes, comme celle-ci ou la suivante. En fait, là, c'est on va dire, la représentation qui est assez troublante, quoi. Je ne sais pas si c'est la chute des anges. Oui, je suis parti un peu dans des délires. Mais c'est des peintures, ça, que j'ai fait pendant le confinement. C'est des peintures un peu d'apocalypse, une sorte de truc dystopique, en fait, des atmosphères dystopiques comme ça, des chutes qui font un peu référence aussi aux compositions de Jugement Dernier, tout ça. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai commencé ça au moment du Covid, parce que du coup, j'avais plus du tout accès à personne pour faire poser. Du coup, j'ai fait poser des gens de ma famille. Et puis les décors sont inventés, du coup c'est des choses qui sont plus imaginaires. Et dans une idée assez sombre, quand même, quelque chose de... Parce que ça c'en est une, mais j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus sombres que ça. Ouais. Et là, en fait, la dernière, donc ça c'est une œuvre. Ah bon, celle-ci. Ouais, donc c'est la même série, sauf que ça c'est un peu une étude, il y a un seul personnage, mais en fait c'est pour faire une scène beaucoup plus grosse où il y a une dizaine de corps comme ça qui tombent et qui sont, mais du coup ils sont assez aussi référencés, ça fait un peu Géricault, Michel-Ange, une sorte de corps très très musclé comme ça qui est en train de chuter complètement. Ouais. Alors pour terminer, donc il y a actuellement un renouveau de la peinture figurative avec après une grande éclipse de la peinture qui était perçue comme une pratique du passé. Dans quelle mesure participez-vous à ce renouveau et quelles sont vos relations avec cette nouvelle génération d'artistes? Bon, ben, je les connais pas trop. Enfin, nous, on est plus. Disons, je pense qu'il y a une différence, c'est que eux, ils arrivent et puis il n'y a pas forcément de résistance. Donc, je trouve que ça se sent aussi dans leur peinture, ce qui est bien. Ça fait des. On voit quand même l'ensemble de mon travail, c'est quand même assez sombre. En moyenne, c'est assez sombre. Et là, par exemple, ce qui est intéressant à l'Expo de Montpellier, c'est qu'ils ont séparé la génération, enfin la mienne et même ceux d'avant moi, avec celle qui est sortie de l'école quand la peinture était à nouveau acceptable. Et on voit que
les couleurs sont pas les mêmes, les sujets sont pas les mêmes. Même si ça peut être très engagé politiquement, ça reste des peintures, comment on peut dire, hédonistes, quoi. On sent le plaisir de la peinture, de la couleur et tout ça. Et ça m'a pas mal marqué. Et c'est des formats plus petits aussi. Du coup, qui peuvent être plus discrets. Il y a quelques grands formats, mais quand même une majorité de formats moyens et petits. Alors que nous, dans notre génération, on sent une peinture beaucoup plus encroûtée chez certains, beaucoup plus sombre, avec des sujets presque dépressifs et des formats très gros, comme s'il fallait essayer de s'imposer par la force, essayer quelque chose comme ça. Enfin, moi, j'ai senti ça en voyant les deux expos, c'est vraiment flagrant pour moi. Et aussi, c'est aussi deux curateurs différents. C'est un curateur qui a toujours soutenu les peintres depuis 20 ans, quoi, disons, je pense, si j'ai bien compris, et un autre qui est plus, d'habitude, ne montre pas spécialement de peinture. Donc il y a deux... Ah oui, il y a deux points de vue, quoi. C'est assez marrant. Enfin, moi, je ne l'ai pas encore vu, alors je ne sais pas trop.